Salut à toi qui regarde et bienvenue dans cette formation dédiée au référencement Google. Plus de 12 ans d'expérience en SEO, je te partage tout, absolument tout ce que je sais sur le sujet dans un programme de 4 jours. Je me présente, je suis Nicolas Laruelle, entrepreneur depuis 2009 et j'ai fait des hautes études en web design et en développement web. Si tu es français, tu appelles ça un Bac+3 je pense. Mais j'étais autodidacte déjà en création de sites web depuis l'âge de 12 ans. Avant les années 2000 et je me suis rapidement mis au référencement naturel. Je me souviens que j'avais codé un service qui se plaçait en première page de Google sur la requête référencement gratuit. Il servait à soumettre son site simultanément dans des dizaines d'annuaires variés avec qui j'étais partenaire. J'étais juste un gosse à l'époque. Ensuite, à côté d'autres projets, j'ai notamment administré un annuaire de site web appelé Wahoo qui générait presque 7000 € de revenus Google AdSense stables chaque mois. Voilà, les vieux briscards du web et du SEO s'en souviennent. Voilà un peu ce qui me qualifie pour te parler de SEO aujourd'hui. Alors, petite précision, à l'avenir, je ne souhaite pas sortir de nouvelles formations sur les référencements toutes les semaines. Donc, je vais essayer ici de te faire une formation assez exhaustive sur les bases du SEO, sur les techniques intermédiaires à mettre en place, avec en plus une grosse partie où je vais te présenter une foule de petites techniques avancées pour aller encore plus loin et plus haut dans Google. Alors évidemment, certains points qui vont être abordés pourraient être approfondis et même faire l'objet de formations complètes de 3 heures chacune. Mais le but ici n'est pas de faire quelque chose de soporifique où on va s'attarder 2 heures sur chaque balise HTML. Le but est plutôt de te donner tout ce dont tu as besoin pour passer d'un stade de néophyte au stade d'expert SEO en herbe. Évidemment, avant de te proclamer expert ou experte si tu es une femme, il faudra commencer par appliquer ces conseils et observer les résultats par toi-même pour au moins 1 ou 2 projets. Rien ne remplace l'expérience, tu sais bien. Alors, on va passer aux bases fondamentales du SEO. SEO qui veut dire Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, petit rappel des bases pour les débutants ultimes. Désolé, mais si tu as déjà fait un peu de SEO, tu vas t'emmerder pendant 5 minutes. Je te présente les 2 critères ancestraux pour réussir le référencement ou plutôt le positionnement d'un site internet sur les moteurs de recherche. Ce sont le contenu, bien sûr. Est-ce que les mots-clés que je vise apparaissent dans mon site, dans mes pages, etc. Et deuxième critère, les liens externes. Un lien qui pointe vers mon site, c'est considéré par Google comme un vote. Le site ou la page qui reçoit le plus de liens se positionne mieux que ses concurrents, en particulier si les mots-clés intégrés dans ces liens correspondent à la recherche faite par l'internaute. Voilà, ça c'était pour résumer la base en 2 lignes. Cela te donne une idée grossière des 2 principaux critères de positionnement des résultats de Google. Partons du principe que lorsque Google est sorti dans sa toute première version, c'est vraiment ces 2 uniques critères qui étaient pris en compte. À l'époque, on n'était pas loin de la vérité. Il aurait juste fallu rajouter le concept de link juice ou de PageRank. Le link juice, le PageRank, c'était illustré par une petite barre verte qui représentait l'autorité d'un site. Plus la page recevait de liens, plus elle était puissante. Et plus les liens qu'elle pouvait faire transmettaient de jus vers les autres sites liés. Aujourd'hui, l'algorithme de Google s'est affiné à tel point que le PageRank a pratiquement disparu du vocabulaire des référenceurs. Et pourtant, la base est toujours la même, mais avec un tas de filtres supplémentaires. Comme tu l'imagines, avec le succès du moteur de recherche de Google et le potentiel commercial avec l'acquisition de trafic, les webmasters du monde entier ont voulu leur part du gâteau. Pour profiter de ce nouvel Eldorado, il suffisait d'actionner ces 2 leviers, contenu plus lien. Je me souviens de l'époque où il suffisait de gaver son site de milliers de pages et de récupérer un maximum de liens automatiques pour donner de l'autorité à son site. D'ailleurs, sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft, c'était encore pire. Plus tu insérais 2 fois ton expression clé dans ta page, mieux ton site était positionné. C'était bête comme chou. Et tout naturellement,
Puisque les critères du moteur de recherche de Google étaient devenus des failles, Google a commencé à drastiquement affiner son algorithme. Tout ça s'est vraiment compliqué le 12 août 2011 avec le déploiement de Google Panda dans le monde. Ce jour-là, je suis passé d'un salaire de 7 000 € par mois avec mes revenus AdSense à environ 50 € par mois. C'est le SMIC à Madagascar. Mais tu sais quoi? Cette sanction, je m'y attendais. Avant, c'était trop facile. On spammait trop comme des gorées et ce job n'avait aucun sens. Ensuite sont arrivés les filtres Google Penguin, l'index Mobile First, RankBrain, Hummingbird ou Colibri en français, Pigeon, Opossum, l'algo sur les publicités et les pages satellites, la vitesse de chargement, la speed update, les domaines avec mots-clés ou EMD, Exact Match Domain, Payday Loan et plein de mises à jour d'algorithmes tenus secrètes. Depuis lors, c'est devenu plus difficile de percer sur des requêtes juteuses, surtout si on compte uniquement exploiter les failles de l'algorithme. Il faut dorénavant faire preuve d'un peu plus de finesse et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Par où commencer? Je te fais ici une introduction dans les grandes lignes sous forme de discussion un peu sympathique pour que les choses te semblent plus claires par la suite dans les prochains jours de formation qui seront intensifs et très techniques. Alors, avant d'aller plus loin, tu vas devoir définir intelligemment tes listes de mots-clés en adéquation avec ta stratégie commerciale. Il s'agit de prendre le temps de réfléchir à tes différentes catégories d'expressions clés et tes futurs contenus. C'est souvent synonyme de succès pour ton futur projet SEO. Idéalement, cela doit être fait avant même la création du site internet, sans quoi tu vas perdre énormément en temps et en efficacité par la suite. Ces différentes listes de mots-clés, éventuellement sous format Excel ou Google Sheets, elles seront tes alliés les plus précieux dans tes futures décisions SEO. Création de contenu sur ton site, création de liens externes, partenariats, etc. Tu sais peut-être que lors d'une recherche sur Google, 60% des gens cliquent sur l'un des 3 premiers résultats proposés par Google et soit ils s'arrêtent là ou soit ils modifient leur recherche. En travaillant avec une liste que tu auras préparée en amont, tu ne vas peut-être pas te positionner en toute première position sur ton mot-clé le plus juteux. Par contre, tu vas rapidement générer du trafic de longue traîne qui sera ciblé dans ta thématique et qui te permettra donc de vendre ton produit. Il vaut mieux ne pas se focaliser uniquement sur la top requête de ta thématique, mais viser au début une requête milieu de gamme, où il y a un peu de trafic, mais peu de concurrence. Finalement, être premier sur Google sur un seul mot-clé, ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, ce sont des clients pour ton produit, ou du trafic pour cliquer sur tes pubs. De toute façon, 80% des recherches faites sur Google sont des requêtes de longue traîne. Donc, a priori, des recherches peu concurrentielles. Tu as tout le loisir d'aller chercher du bon trafic là-dedans. Alors ensuite, tu dois créer du contenu engageant et de qualité. Lorsque tu vas créer un contenu, tu dois impérativement te poser cette question en permanence. Est-ce que je vais répondre efficacement à la question que se pose l'internaute qui a fait cette recherche avec mon contenu? Aujourd'hui, grâce à de très nombreux critères, l'algorithme de Google peut déterminer si une page va répondre favorablement à la requête visée ou non. Alors aujourd'hui, la tendance, c'est qu'on parle beaucoup d'inbound marketing. Cela consiste à d'abord rendre un service à tes lecteurs en les aidant avec un article gratuit par exemple, afin qu'ils deviennent plus tard des fidèles abonnés ou des fidèles clients. Alors, on parlera longuement plus tard d'inbound marketing, mais c'est vraiment la stratégie à favoriser aujourd'hui pour les articles de blog pour avoir un excellent référencement Google et convertir ce trafic en clients ou en abonnés. Ensuite, tu vas devoir optimiser finement tes contenus pour les mots-clés visés. Tu vas devoir veiller à intégrer naturellement les mots-clés visés dans les titres de tes pages, dans tes URL, dans tes images, c'est-à-dire dans les noms de tes fichiers et dans les attributs alt de tes images. On verra tout ça en détail. Dans les intertitres H2, H3, H4, dans ton contenu bien sûr, tout en jouant avec les synonymes et les expressions connexes.
Rassure-toi, hein, nous allons disséquer tout ça en détail plus loin dans la formation. Pour l'instant, laisse juste ça dans un coin de ton esprit. Alors ensuite, tu vas devoir penser à créer un site bien optimisé techniquement, sans facteurs bloquants. Donc, quelle technologie vas-tu utiliser pour ton site internet? Eh bien, il va falloir veiller à ce qu'elle soit optimisée pour une bonne indexation dans les moteurs de recherche. Il existe encore des CMS qui sont mal optimisés pour le référencement Google aujourd'hui. Même si les sites en Frame et les sites en Flash sont derrière nous, certaines technologies comme l'Ajax cachent encore une partie de tes contenus à Google. Si t'es pas vraiment développeur, tu pourrais faire vérifier ton site web par un technicien spécialiste en SEO en lui demandant si ton site est complètement indexable. Mais bon, si tu t'orientes vers un bon CMS comme WordPress et WooCommerce par exemple, avec un bon plugin SEO et que tu le fais analyser dans ta Google Search Console, a priori, tu es à l'abri des ennuis. De toute façon, t'inquiète pas, encore une fois, on va voir tout ça en détail dans la suite de la formation. Ici, c'est l'introduction. Alors ensuite, tu vas devoir faire gagner de l'autorité à ton site web progressivement. Cela va passer par l'acquisition de liens de qualité surtout, mais également le renforcement de ta marque, de ton image de marque en ligne. Un gros module va être dédié uniquement à ça à la fin de la formation. Alors bien sûr, un incontournable aujourd'hui, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux et d'y avoir une stratégie pertinente. Cela rejoint un peu le point précédent. Nous allons voir à quel point il est utile d'aller chercher du trafic en dehors de Google pour ensuite améliorer son positionnement sur le moteur de recherche. Alors enfin, je vais te conseiller de ne pas attendre que le SEO porte ses fruits pour commencer à vendre. Petite parenthèse donc, c'est peut-être le moment de t'annoncer que cette formation ne va pas s'arrêter au référencement au sens SEO du terme. De nos jours, il me semble aberrant de parler d'acquisition de visibilité sur Internet sans aborder le SMO, donc les réseaux sociaux, le SIA, la publicité et même la vidéo, le vidéo marketing. Voilà, on va se concentrer en particulier sur le SEO, mais on va tremper les orteils dans toutes les branches du SEM, Search Engine Marketing. Donc on ne va pas attendre que le SEO porte ses fruits pour commencer à vendre. C'est ça que je voulais te dire. John Mueller, mon copain à droite sur la photo, c'est l'ingénieur public numéro 1 chez Google Search aujourd'hui. Il a indiqué que les actions faites sur ton référencement peuvent prendre plus de 6 mois avant d'avoir un impact sur ta visibilité. Il existe de nombreux canaux d'acquisition de trafic, tu aurais tort de les ignorer. D'autant que multiplier les canaux d'acquisition sera également bénéfique pour ton référencement Google. On va avoir l'occasion d'en parler longuement dès aujourd'hui. Voilà pour cette petite intro. Je voulais déjà brosser un peu certains critères de base pour que ça germe un peu dans ton esprit et que tu vois un peu dans quel mood j'allais aborder cette formation avec toi. Voilà, si tu veux, fais une petite pause de 2 minutes et commence déjà à digérer un peu tout ça. Alors, avant d'aller plus loin, je dois te mettre en garde sur une des erreurs principales à éviter. Il peut paraître tentant de se lancer dans le spam en achetant des liens de basse qualité en masse. Ne fais pas ça. Alors, quelles précautions prendre avec les liens externes aujourd'hui? Et pourquoi on va parler de ça? On va parler de ça à cause de pingouins. Voilà, l'animal que tu dois craindre est nommé. Comme je viens de t'en parler, au début de Google, il suffisait de s'arranger pour avoir un maximum de liens externes pointant vers notre site avec les mots-clés visés. Les mots-clés intégrés dans l'encre de nos liens. Je te laisse 10 secondes pour prendre le temps de regarder ces exemples de mauvaises pratiques, des pratiques de spam. Lis-les à voix haute. Ces exemples avaient été fournis par Google sur le regretté webmaster central de l'équipe Google Search francophone. Voilà, n'hésite pas à mettre pause à la vidéo et lis ces textes à voix haute. Évidemment, prendre Google pour un imbécile ne pouvait pas fonctionner indéfiniment. Tu as pu constater que ces textes génériques étaient complètement inutiles. Vu les moyens de la firme de Mountain View, de Google, il n'a pas fallu attendre un siècle pour qu'il détecte les profils de liens non naturels, c'est-à-dire les gens profitant de ces failles pour grimper artificiellement dans les résultats.
c'est vrai qu'on s'est bien gavé pendant quelques années. La première chose que je te déconseille aujourd'hui, c'est d'acquérir des liens vers des pages web avec une encre exacte. Une encre exacte optimisée sur l'expression clé précise que tu vises. C'est le moyen idéal pour dire à Google « Eh regarde, c'est sur cette expression que je compte me placer en premier sur ton moteur de recherche ». Une bonne encre, une bonne expression à placer dans un lien externe, c'est une suite de mots-clés qui va sembler naturelle. Pose-toi cette question. Si je devais faire un lien vers ce site ou cette page depuis mon blog, quelle encre je choisirais afin que cela soit pratique pour les utilisateurs ? En effet, dans la plupart de tes choix en SEO, il sera nécessaire de te demander est-ce que cela est pertinent pour les internautes ou est-ce que j'essaye de suroptimiser quelque chose parce que je pense à Google et à mon référencement. Dans la plupart des cas, un lien 100% naturel contiendra le nom du site internet qui est lié, donc le nom de ton site si c'est un lien externe, le nom de ta marque ou ton propre nom personnel. Même si les mots-clés visés sont par exemple netlinking et création de sites de niche. Je vais te donner un exemple, c'est pour ça que je te cite ces expressions-là. Si je devais faire un lien vers webandseo.com, le blog de mon ami Maximilien Labadie, il y a de fortes chances pour que moi, pour aider Maximilien, j'intègre les liens comme ceci. Pour tout savoir sur le netlinking et la création de sites de niche, là tu as vu que j'ai pas mis de lien sur netlinking ni création de sites de niche, rendez-vous sur Web&SEO, le blog de Maximilien Labadie. Vous y trouverez des articles, ressources et des formations privées. Mes mots-clés sont présents, mais pas dans le lien, pas dans l'encre du lien. Voilà, comme tu le vois sur la slide. Et donc, je vais te montrer ce que tu pourrais être tenté de faire, mais que je te déconseille de faire au début de ta carrière de référenceur. Tac, pour tout savoir sur le netlinking, un lien suroptimisé et la création de sites de niche, voilà. Deuxième lien flagrant, grillé par Google. Voilà. On appelle ça donc des liens suroptimisés et cette technique ne doit être utilisée qu'avec beaucoup de précautions. Le premier exemple que je t'ai montré montrait des liens parfaitement et naturellement bien intégrés pour les utilisateurs et donc pour Google. Les mots-clés se retrouvaient à proximité, pas dans l'encre de lien, mais quand même dans la même phrase. C'est déjà pas mal, non ? Une autre optimisation assez puissante que tu peux tester consiste à intégrer nos mots-clés non pas dans le lien, mais dans un intertitre H2, H3, balise HTML, donc intertitre qui précède le texte incluant notre lien. Netlinking et création de sites de niche ? Ouais, pour tout savoir sur le sujet, rendez-vous sur Web&SEO, le blog de Maximilien Labadie. Tu vas donc noter le titre qui arrive avant l'explication et qui sert à structurer l'information, en particulier pour tes lecteurs. Voilà, tu sais maintenant comment écrire un lien bien optimisé. Bien optimisé et non pas suroptimisé. Voilà, tu sais maintenant comment agir avec précaution et sans risquer d'être sanctionné par Google pour cause de suroptimisation. Un autre critère important aujourd'hui est d'obtenir des liens depuis de bonnes sources. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une mauvaise source de lien ? C'est tout simplement un site qui a un faible intérêt pour les utilisateurs. Un site qui génère peu ou pas de trafic naturel. Un site qui parle de tout et n'importe quoi en publiant du contenu de thématiques trop éloignées les unes des autres. Et surtout, il s'agit d'un site ayant une thématique sans aucun rapport avec la tienne. Nous verrons dans le point suivant que la thématique des sites qui te lient est très importante pour ton SEO. Alors du coup, c'est quoi une bonne source de lien ? C'est tout l'inverse en fait. Si tu le peux, il sera très bénéfique pour ton référencement d'obtenir un lien depuis le site qui fait le plus autorité dans ton secteur, dans ta thématique. Pour trouver ce site, c'est tout simple. Va sur Google, recherche l'expression clé que tu vises et choisis le premier résultat naturel. Seul hic, dans la plupart des cas, ce site est celui de ton plus féroce concurrent. C'est là qu'il faudra t'orienter vers des confrères traitant de thématiques complémentaires à la tienne. Un bon lien n'est pas obligatoirement un lien issu d'une source faisant autorité. Tu peux obtenir d'excellents bénéfices d'un lien issu d'un petit blog par exemple. Le lien sera excellent pour toi si l'article qu'il intègre traite ton sujet en détail, avec beaucoup de texte et d'images, le tout structuré grâce à des intertitres H2, H3, H4. La cerise sur le gâteau, ça serait que tes articles,
ton site et ceux qui te lisent obtiennent du trafic naturel hors Google, depuis Twitter par exemple, et de nombreuses réactions en commentaire dans le cas d'un blog. C'est autant de signes naturels qu'il s'agit d'une publication de qualité pour Google. Le meilleur lien, c'est un lien qui sera lu et cliqué naturellement par des internautes. Retiens bien ça, c'est très important. Voilà, tu sais maintenant, grosso modo, sur quel spot tu peux tenter d'obtenir des liens efficaces. Alors, des idées de spots, je vais t'en donner des dizaines et des dizaines dans le dernier jour de formation. T'inquiète pas pour ça. Alors, heureux. Alors, maintenant, on va parler de sémantique. La sémantique, un levier puissant. Un levier qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui pour son référencement Google. Ce chapitre sera court, mais sois conscient qu'il s'agit d'une matière très importante pour ton référencement Google. Donc voilà, je veux vraiment attirer ton attention sur ce critère capital, la sémantique. Pour traduire ce mot un peu compliqué, je dirais qu'on parle ici du sens des mots, mais aussi du sens de nos actions en SEO. Ce que nous faisons pour notre référencement Google, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? J'essaye de vulgariser le concept, Je vais te donner un exemple d'utilisation de la sémantique et de la toute-puissance de Google dans cette matière. Imagine que nous souhaitons nous positionner sur la requête « Création de site internet Picardie ». Bon, c'est un exemple, je t'encourage pas spécialement à cibler ça. Mais imaginons que notre site n'inclut aucun des mots-clés suivants. Création, internet et Picardie. Voilà, il n'y a pas les mots-clés. Tu vas me dire que c'est impossible de se placer sur ces mots-clés si ils ne sont pas présents dans mon contenu. Eh ben si, aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui c'est possible. Si j'ai un site extrêmement fourni sur cette thématique qui inclut de nombreuses fois des mots tels que conception, réalisation, web, des synonymes, Amiens, Aisne, Oise. Puisque ce sont des villes de Picardie, Google comprendra très bien que mon site est pertinent sur la requête création de site internet Picardie. Tout simplement parce que j'utilise du vocabulaire connexe et des synonymes. Tu commences à comprendre l'intérêt de la sémantique. Bon, évidemment, c'est un exemple pris au hasard pour te faire comprendre le concept de sémantique. Si tu veux vraiment te positionner sur cette requête, création de site internet Picardie, je te conseille quand même d'intégrer ton expression clé dans ton site, Faut pas déconner. Mais voilà, je te dis tout ça pour que tu intègres bien qu'aujourd'hui, Google comprend très bien ce qui est synonyme, requête similaire, etc. Utilise ça comme une force pour enrichir tes contenus. Je t'encourage à enrichir toutes tes pages en pensant à la sémantique. Pense aux synonymes, pense aux expressions connectes. Donc voilà, pour récapituler brièvement, si tu écris un article sur la Picardie, il serait intéressant d'y inclure les expressions Amiens, Aisne et Oise. Google utilise aujourd'hui le machine learning pour emmagasiner d'énormes listes de relations entre les mots et de relations entre les expressions clés. Elle est pas belle la vie? Voici quelques outils qui pourraient t'aider à enrichir la sémantique de tes contenus. Prends des notes. Answer de public, Ranks Explorer, Google Trends, Keyword Tool de Google Ads. Donc ça, c'est l'outil de planification de mots-clés Google AdWords. Alors, je te préviens, j'ai dû tester tous ces outils un jour ou l'autre, mais je ne saurais plus te dire exactement comment fonctionne ceci ou cela. La qualité de ces outils reste assez variable et certains peuvent devenir payants du jour au lendemain. Le top pour moi, si tu veux commencer gratuitement, reste encore de te créer un compte Google Ads, Google AdWords, et d'utiliser l'outil de planification de mots-clés pour trouver les premières expressions connexes que tu vas utiliser dans ton SEO. Après, les voies de la longue traîne sont impénétrables. Ensuite, n'oublie pas les Google Suggest qui apparaissent lorsque tu tapes n'importe quoi sur Google. Rien qu'avec ça, tu as déjà de quoi enrichir tes pages d'expressions pertinentes dans tes contenus et dans tes intertitres. On verra bien plus d'autres outils plus avancés encore lorsqu'on entrera dans le vif de la formation. Ici, c'est vraiment l'introduction à qu'est-ce que la sémantique pour Google. L'utilisation de la sémantique n'est pas seulement importante au sein d'une même page ou au sein de ton site, mais également à l'extérieur de celui-ci. Les référenceurs top d'affiche te parleront de concepts innovants tels que le siloing ou le cocon sémantique.
Je ne vais pas encore t'embrouiller avec tout ça aujourd'hui, mais garde à l'esprit que les liens qui pointent vers ton site et vers tes pages, il est conseillé qu'ils soient teintés de ta thématique. Qu'est-ce que j'entends par teinté de ta thématique? Imaginons que les mots-clés sur lesquels on veut se positionner, ce sont des couleurs. Pars du principe que ton site vise la couleur rouge. Si tu reçois des liens depuis de nombreux sites rouges, c'est très bien. Mais c'est aussi très bien si tu reçois un lien depuis un site bleu, à condition que ce site bleu lui-même reçoive des liens de sites rouges. Autrement dit, la sémantique se transmet au travers des réseaux de sites sur plusieurs niveaux. Bon, si tout ça te paraît un peu compliqué, retiens simplement qu'il est intéressant de recevoir et de faire des liens dans un réseau de sites partageant la même thématique que toi. Donc on parle d'une thématique assez restreinte là, autour de tes expressions clés, des expressions très précises. On peut même envisager pour les sites secondaires de ton réseau, les sites de deuxième niveau, de recevoir des liens avec des encres un peu plus suroptimisées, chose qu'on évitera de faire avec le site principal comme expliqué précédemment. C'est une bonne manière de faire passer un peu plus de sémantique, de faire un peu plus de forcing au niveau de Google sans pour autant prendre trop de risques avec son site principal. Tu sais maintenant à quel point il peut être intéressant de jouer avec les progrès que Google a fait. Tu dois jouer avec sa capacité à mieux comprendre nos contenus. Donne-lui ce qu'il veut, c'est-à-dire des contenus riches qui répondent aux questions des internautes de différentes façons, avec des problématiques prises sous différents angles. Médite là-dessus et tu décrocheras plein de premières pages sur Google sur des requêtes intéressantes qui te rapporteront du trafic et des clients. Nous allons maintenant aborder la dernière petite chose dont je veux te parler dans cette première petite journée d'introduction, dans cette première journée de formation en SEO. Think outside the box, think outside the SEO. Si tu es nul en anglais, je te traduis plus ou moins littéralement ce sous-titre. Pensez à votre visibilité en ligne en ne restant pas enfermé la tête dans la boîte, en ne restant pas enfermé la tête dans ton référencement naturel Google uniquement. Pense en dehors du SEO. J'aime penser qu'un site générateur d'activités et de trafic qui ne sont pas issus de Google est un site qui sera reconnu comme faisant autorité ou au moins un site qui sera reconnu comme populaire aux yeux de Google. Si le site est reconnu par Google comme un site populaire, on peut facilement imaginer qu'il aura envie de le présenter à ses utilisateurs aussi, non? Par exemple, on peut voir des sites éphémères, des sites événementiels qui ne reçoivent aucun lien ou presque, mais qui bénéficient d'une campagne publicitaire à la télévision, ce qui génère immédiatement un trafic énorme. Ces sites sont propulsés immédiatement en première position de Google sur le nom de leur marque avec des sitelinks, et ça dans des temps records. Et dans des délais qu'il est impossible d'atteindre avec du SEO classique uniquement. En tout cas, ces sites sont positionnés beaucoup plus rapidement qu'un site qui ne reçoit pas encore de trafic direct. Alors là, on verra plus loin en détail dans la formation que Google a démenti ça, mais entre Google Analytics et son navigateur Chrome, Google dispose de tous les outils nécessaires pour traquer les activités des internautes un peu partout sur le web. On parlait déjà de ça à l'époque de la Google Toolbar, celle qui affichait la petite barre verte, le PageRank, un peu comme le fait la Mozbar aujourd'hui avec son DA, son Domain Authority Rank. Bref, Google est sans cesse à la recherche d'informations pour l'aider à améliorer les résultats présentés dans son moteur de recherche. Il serait étonnant qu'il n'utilise pas cette masse d'informations, issues notamment de Google Analytics, pour l'aider à nous servir de meilleurs résultats via son moteur de recherche. Personnellement, moi, j'ai eu pas mal d'expériences où envoyer du trafic vers une page efficace a servi à améliorer son référencement. Après, beaucoup de référenceurs ne souhaitent pas prendre cela en compte comme un vrai critère et disent que l'impact SEO du trafic est indirect. Peut-être qu'ils préfèrent te vendre des liens plutôt que du trafic. Ça leur rapporte plus que de mettre en place une campagne Google AdWords. Mais puisque tu as acheté ma formation, je t'enseigne ce que je pense moi, ce que j'applique moi pour mes projets et pour mes clients et ce qui fonctionne pour moi en fait. Tout simplement,
Allez, je te raconte une expérience que j'ai vécue sur mon blog personnel par exemple. J'avais créé une page pour annoncer de nouveaux projets. Cette page n'était liée nulle part, ni dans le menu supérieur, ni dans le pied de page, ni dans le moindre article de mon blog, pas de sitemap, voilà, nulle part. Par contre, elle recevrait énormément de trafic pour une raison simple. Voilà pourquoi. Après 30 secondes, sur n'importe quel article de mon blog, une fenêtre pop-up en JavaScript s'ouvrait et invitait les lecteurs à lire cette annonce. Donc cette annonce qui allait parler de futurs projets à moi. Il s'agissait donc d'une page sans lien, mais qui recevait pas mal de trafic. À peu près 20 à 30% des gens qui transitaient sur mon blog visitaient cette page. Résultat, cette page s'est positionnée en très bonne position sur certaines requêtes et a fait son apparition dans mes sitelinks. Pour moi, cette expérience est une preuve qu'aujourd'hui, Google analyse l'activité sur le web tout autant que des critères tels que les liens externes. D'ailleurs, ça porte un nom. On appelle ça le pogo sticking. Et bien sûr, cet algorithme est secret comme tous les algorithmes de Google. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un faible taux de rebond depuis les SERPs? Est-ce que l'utilisateur doit avoir passé assez de temps sur notre site avant de revenir sur Google? Est-ce qu'il faut que beaucoup d'internautes cliquent sur notre site dans les résultats de recherche pour améliorer notre positionnement, donc avoir un bon taux de clics? Difficile à dire, ça dépend du type de site et du type de requête. Mais deux choses sont certaines. Cet algorithme est très complexe et certainement difficile à décrire pour nous qui ne sommes que de pauvres humains. Et deuxième chose, le meilleur moyen de profiter d'un tel algorithme est de se concentrer sur l'utilisateur et tenter de répondre au mieux aux questions des internautes. Le pogo sticking nous dépasse, mais savoir qu'il existe doit simplement te dissuader de tricher parce que tu as toutes les chances de rapidement te faire prendre. Il n'y a rien à faire, aujourd'hui Google est plus fort que nous. Depuis l'époque où ils ont créé leur premier réseau de bots, de robots, et qu'ils ont affiné leur algorithme, et ils ont évolué à un niveau interplanétaire. Bon, ça veut rien dire, mais tu as compris l'idée. Donc le meilleur moyen de tirer du trafic depuis Google, c'est de lui donner ce qu'il veut, du contenu de qualité qui répond aux internautes. D'ailleurs, pour reprendre mon anecdote, j'ai exactement la même expérience avec le site de mon agence Kim Communication. Cette page servait pour faire du remarketing avec Google Ads. Aucun lien entrant, pratiquement aucun contenu sur la page, aucune optimisation pour se positionner sur une requête. Par contre, les visiteurs restaient plus de 10 minutes en moyenne sur cette page, puisqu'il s'agissait d'une vidéo. Du coup, après avoir reçu beaucoup de trafic issu de mes campagnes de remarketing Google Ads et Facebook Ads, cette page s'est placée en première page de google.be sur une requête très intéressante. Ouais, bon, tu vas me dire que WordPress fait des pings vers les services de Google avec Pingomatic, pingomatic.com. Pour l'indexation, c'est OK. Je veux bien admettre que ma page s'est faite indexer pour cette raison. Mais de là à bien me positionner des pages quasiment vides sur des requêtes intéressantes, tu reconnaîtras qu'il y a de quoi se poser des questions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te conseille d'être réellement actif sur au moins un réseau social populaire et d'y tirer du trafic qualifié. Tu devrais commencer par choisir un réseau social en particulier, Twitter ou Facebook ou Instagram. Tu peux faire un lien dans ta bio. LinkedIn ou un autre réseau social. Et tu agis sur ce réseau social comme s'il s'agissait de ton deuxième site internet. À l'époque, le SEO de mon blog Mr WordPress s'est vraiment fait grâce à mon hyperactivité sur Twitter. Dans une vidéo, Matt Cutts sous-entendait que Google utilisait Twitter et Facebook dans une certaine mesure pour pouvoir déterminer la réputation d'un auteur. C'était il y a un paquet d'années, en 2010, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, cela semblait être le projet à l'époque. Google ne le cache pas du tout. Il aime pouvoir permettre aux utilisateurs d'identifier qui est l'auteur du contenu que tu es en train de consulter et quelles sont les connexions sociales de cet auteur. Cependant, Google rappelle également qu'il n'est pas en mesure de parcourir tous les comptes Facebook ou Twitter, car il y en a qui sont souvent privés. Alors quelques années plus tard, en 2015, je pense, après Matt Cutts, John Mueller, mon copain de tout à l'heure, donc son successeur, le successeur de Matt Cutts, indiquait que les liens des réseaux sociaux n'avaient aucun impact
direct sur le positionnement des pages liées. Et quand les liens sont pas cryptés, ils sont en nofollow. Cela n'empêche pas Google d'indexer tes profils sur les réseaux sociaux, d'indexer tes posts Facebook ou tes tweets, d'indexer directement tes tweets, ce qui va participer aussi à ton travail d'e-réputation, ce qui est très important aussi, autant que ton SEO. Comme le rappelait Matt Cutts en janvier 2014, Google indiquait que si ton contenu était génial, il risquait d'être populaire lorsque tu le publieras sur Facebook, sur Twitter, tout autant qu'il le sera lorsqu'il sera positionné par Google sur son moteur de recherche. Ça, c'est ce que disait Matt Cutts. Mais tu sais peut-être qu'il faut parfois savoir lire entre les lignes quand on écoute une déclaration de Google. Leur but est aussi de conserver secrètes les recettes de leur algorithme. Donc dans tous les cas, de toute façon, les réseaux sociaux servent à renforcer le nom de ta marque et peuvent drainer du trafic qualifié et même convaincre d'autres sites de faire des liens vers tes contenus. Bien utilisés, les réseaux sociaux permettent de développer ta visibilité, ta popularité et de générer du trafic ciblé. Bien sûr, il est inutile d'aller acheter des faux abonnés ou des faux likes sur Facebook ou un autre réseau social. Google ne lit pas le nombre de likes sur tes publications ni ton nombre d'abonnés. La théorie que je t'expose concernant les réseaux sociaux vaut aussi pour les autres sources de trafic qualifiées. Comme je te le disais, plusieurs mois après avoir réalisé des campagnes de publicité AdWords, Google Ads, avec un budget important et donc beaucoup de trafic, j'ai pu observer des pages de vente, des landing pages, se positionner sur Google en très bonne place alors qu'elles n'étaient ni liées sur le site internet, ni dans le moindre sitemap. Et pareil, j'ai déjà vu ce genre de page apparaître dans mes site links. Tu sais bien, les petits liens qui apparaissent en dessous de ton résultat quand tu es premier sur Google ou quand tu tapes le nom de ta marque. C'est la raison pour laquelle j'encourage toujours mes clients, et je t'encourage à faire pareil, de créer une petite campagne Google Ads, Google AdWords, une campagne ciblée pour envoyer du trafic vers ton site. Je considère que lorsqu'on a un produit compétitif à vendre, il devrait toujours avoir une campagne Google Ads en cours d'exécution, même avec un budget réduit de quelques euros par jour. Si ton produit est de qualité à un bon tarif et que ton business est viable, tu dois pouvoir te permettre ça. Alors il existe beaucoup d'autres canaux d'acquisition qui peuvent, selon moi, améliorer indirectement le référencement d'un site ou d'une page. L'emailing est un autre exemple. Mais je voudrais juste attirer ton attention sur un dernier canal, le vidéo marketing. YouTube est un réseau social comme un autre et la vidéo, un format très prisé aujourd'hui sur Internet. Rappelons aussi que les vidéos YouTube apparaissent immédiatement dans Google lorsqu'on fait une recherche. Pense-y si tu veux populariser une page de vente qui doit absolument dépasser ses concurrents dans les SERPs. Un SERPs, tu sais bien, ça veut dire Search Engine Result Page, donc c'est les résultats de recherche. Les liens insérés dans tes descriptions de vidéos sur YouTube sont complètement nofollow, non suivis. Mais qui sait comment Google prend réellement en compte ceci ? D'autant qu'il peut traquer le nombre de clics sur les liens puisque YouTube appartient à Google. Tu vois que je me pose constamment des questions sur l'algorithme de Google et donc sur l'impact de mes actions SEO. Je t'encourage à faire pareil. En étant un peu parano comme ça, en allant farfouiller un peu dans tous les coins, personnellement, j'obtiens d'excellents résultats. À toi de voir si tu veux faire un peu comme moi ou si tu veux simplement jouer avec les métriques du logiciel SEO que tu auras choisi pour t'épauler. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que s'achève cette première petite journée d'introduction au référencement Google. Tu vois qu'on est déjà pas mal sorti des bases du référencement, les bases de référencement que tu peux trouver dans des bouquins poussiéreux qui sont réédités encore et encore et qui parlent toujours de techniques obsolètes. T'as vu que je t'ai beaucoup partagé ma philosophie avec des idées un peu différentes, des théories, des concepts qui sortent un peu des sentiers battus. Je sais qu'il y a beaucoup de référenceurs qui ont leurs idées bien arrêtées, qui seront pas d'accord avec certains des conseils que je te donne. Mais moi, l'idée dans cette formation, c'est de te faire réfléchir. Si je me suis lancé dans ce projet de vente de formation, c'est vraiment parce que j'avais envie de partager mes années d'expérience dans ce business. Je me suis lancé en tant que professionnel il y a plus de 10 ans et je fais du web depuis 20 ans. Avec ces formations, je voulais faire quelque chose de différent, apporter de nouvelles idées. C'est pas intéressant pour toi d'acheter un produit et de réentendre la même chose que ce que dit le voisin. On est d'accord.
À cette première journée de formation, elle a été un peu comparable à une conversation qu'on aurait pu avoir toi et moi à la terrasse d'un café, sauf que j'ai monopolisé la parole tout le long et que j'étais tout seul à parler. Dans les 3 jours de formation qui suivent, nous allons rentrer plus dans les détails techniques. Le deuxième jour, je te dirai tout ce que tu dois savoir avant de lancer ton projet SEO. Ensuite, on parlera de pertinence avec un premier gros morceau où je t'expliquerai en détail comment optimiser tes contenus et ton site avec des techniques de pro. Le troisième jour, on ne parlera que de pertinence encore. Oui, il y a beaucoup de choses à dire avec toutes les nouveautés de Google, l'optimisation de son maillage interne, les stratégies de contenu, y compris marketing, etc. Et le 4e et dernier jour, on terminera avec toutes les techniques te permettant de faire gagner de l'autorité à ton site, du poids, de la notoriété, ainsi que toutes les petites techniques un peu avancées qui te permettront de passer du statut de simple amateur du SEO à, je l'espère, bientôt un véritable expert SEO qui se fait payer cher pour partager son expertise. Donc ne t'inquiète pas pour les zones d'ombre qui peuvent subsister avec ce premier jour. Je vais répéter plein de trucs que j'ai déjà dit, mais cette fois-ci en abordant tous les sujets plus en profondeur. Je voulais simplement que pour le premier jour, tu aies un paysage à peu près complet de ma vision du référencement Google. Je pense que ça a assez réussi. Allez, je te laisse relire tes notes et te reposer un peu pour être en forme demain pour les prochains modules de cette formation. Ciao, à demain.